Je vais laisser maintenant la parole à notre comédien, auteur, humoriste, Michael Hirsch, qui est aussi un alumni de grande école, puisqu'il vient de Neoma, justement, on l'applaudit. Je reprends ensuite la parole pour quelques messages de fin. Merci à tous les quatre pour ce débat. Donc, Michael, ne soyez pas trop caustique. Oh, si peu. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Rassurez-vous, je crois que juste après moi, c'est le déjeuner. Donc je vais être bref, parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes là essentiellement pour manger gratuitement. Chère conférence des grandes écoles, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau. Comme Alice disait, c'est déjà la 3e fois que j'interviens dans ce cadre. Je viens amener une petite touche de bonne humeur. Et, comme vous le disiez, je suis moi-même un ancien élève d'école de commerce, donc c'est important pour moi d'être là. C'est un peu ma manière à moi de récupérer une partie de mes frais de scolarité. D'ailleurs, la conférence des grandes écoles m'a contacté cette année en me disant qu'on allait se pencher sur la question des classes préparatoires, sur l'impact de la réforme des lycées, les cursus pédagogiques à la carte, l'adéquation entre les programmes et le monde professionnel, les enseignements de spécialisation qui contribuent à élever la formation disciplinaire. Et on m'a demandé si je me sentais capable d'intervenir sur ces sujets, et j'ai répondu tout simplement, vous me connaissez, à la conférence des grandes écoles, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce, parler d'un sujet pour lequel je n'ai absolument aucune compétence, ça a été le cœur de ma formation. Et donc, je vais faire un peu de bullshit, moi aussi, mais avec beaucoup de professionnalisme. D'ailleurs, je tiens à remercier les gens d'Ipsos d'avoir fait en quelque sorte ma première partie dans cet esprit de bullshit. Ils ont eu un avantage sur moi, c'est qu'eux sont venus avec un PowerPoint, qui est une technique qu'on nous apprend en école de commerce. Quand on n'a pas grand-chose à dire, mieux vaut avoir des graphiques. On donne l'impression d'avoir plus de choses à dire. Voilà. Non, je plaisante parce que j'ai quand même appris un truc très très important, qu'aujourd'hui, les étudiants des grandes écoles ne seront pas engagés par une entreprise. Ils s'engageront pour une entreprise. Ok. Bon, en même temps, c'est assez logique, hein, puisqu'on n'aura plus de retraite. Autant, au moins, faire ce qui nous plaît professionnellement en attendant la mort. Voilà. Alors, oui, retraite, qui dit retraite dit réforme, on est en plein dedans, et donc aussi réforme des lycées. J'espère d'ailleurs que monsieur le ministre, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est bien dommage, n'est pas trop jaloux, en fait, que sa réforme n'ait pas eu autant de... Voilà, n'a pas fait autant de bruit que la réforme des retraites. Mais heureusement, ceci dit, parce que la réforme des lycées, ça n'a pas suscité autant de manifestations, de conflits, d'affrontements. Parce que autant mobiliser des CRS en leur disant c'est pour les retraites, c'est important, c'est faisable. Je veux dire, les retraites, les CRS, ils en ont déjà entendu parler. Tandis que les lycées... Voilà. Donc, les classes prépa. Alors, les classes prépa, quelle belle idée. Quelle belle idée. C'est une idée de Charlemagne. Je ne sais pas si vous le saviez. Charlemagne, il avait dit nous allons créer un grand système éducatif, novateur, performant, obligatoire, pour que tous les enfants de ce pays deviennent de grands citoyens. Et à la fin, on en sélectionnera quelques-uns qui souffriront beaucoup plus que les autres, et nous, on les regardera et on trouvera ça rigolo. Et c'est comme ça qu'en fait, ont été créées les grandes écoles. Enfin, des classes préparatoires, pardon. Parce que, en fait, à l'époque, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui, hein, les classes préparatoires. À l'époque, vers l'an 800, Charlemagne, l'an 800, après Jésus-Christ. Non, je précise parce que je sais qu'il y a des gens d'école d'ingénieurs. 800 après Jésus-Christ, pour les gens d'école d'ingénieurs, ça fait moins de 1200 avant Mark Zuckerberg. Donc vous voyez un peu, il y a longtemps, oh là là. Oui, donc à l'époque, alors aujourd'hui on sait, hein, c'est plutôt les fils de profs qui vont en prépa. À l'époque, c'était plutôt les fils de chevaliers qui voulaient devenir eux-mêmes chevaliers. Alors on les réunissait dans une arène, on leur donnait à chacun une épée, et le survivant gagnait. Et ça s'appelait la classe prépa.
qui est vraiment l'ancêtre direct hein, de la classe prépa. Alors bon, quand on sortait de la classe prépa, à l'époque, on n'était pas sûr d'avoir du travail, mais on était vivant. Donc on se plaignait pas. Ça faisait des promos de un étudiant qui sortait par an. Et au moins pour les classements du Figaro de la classe prépa, bah, c'était plus simple. Hein. Le seul élève qui sortait, il était directement accueilli à HEC, les hautes études pour devenir chevalier. Et souvent, il venait de Louis le Grand. C'est pour ça le son qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est des chevaliers. Vous n'avez pas écouté le son de bon, c'est pas grave. Alors, voilà. Et donc voilà, les classes prépa, c'était vraiment les prémices de ce que nous connaissons aujourd'hui, même si bon, certaines mauvaises langues disent qu'à Ginette et à Louis le Grand, on continue avec ces histoires d'épée pour que voilà, on réduise les effectifs, avoir les meilleurs résultats. Mais ce n'est qu'en 1234 que l'idée prend forme, voilà, et on doit cela à Prépa le Bref, qui est ni plus ni moins que l'inventeur hein, des classes prépa. Je sais que j'ai perdu les ingénieurs parce qu'ils n'ont pas du tout la référence. Voilà. Et donc, Prépa le Bref, lui aussi, hein, je cite, après le cycle d'études secondaires, nous diviserons les futurs citoyens en deux grandes catégories. D'une part, nous sélectionnerons les étudiants les plus masochistes pour qu'ils fassent des classes prépa, et ils deviendront l'élite de la nation. Et d'autre part, nous créerons les facultés pour les autres. Et si parmi eux, il y a des troubadours, des ménestrels et des cracheurs de feu, on créera des facs de sociaux. Voilà, le projet était déjà très limpide à l'époque. Alors je sais qu'il y a des profs d'histoire là dans la salle, et notamment des profs d'histoire de prépa. Ne me remerciez pas hein, pour ce petit point historique. Voilà, ça va dans le sens de ce que Monsieur le Ministre a demandé, c'est-à-dire la formation continue des professeurs. Alors, tout ça, bon an, mal an, ça nous amène à aujourd'hui, à l'époque contemporaine, et à cette réforme des lycées qu'a initié Monsieur le Ministre. Alors, je résume rapidement. Hein, les élèves peuvent désormais personnaliser leur cursus via des enseignements de spécialité. C'est la réforme du lycée à la carte, autrement appelée la réforme de la carte Blanquer. Je vous laisse un peu de temps et je sens que vous avez faim. D'où cette importance hein, dans le débat des mathématiques. Qui dit carte Blanquer dit mathématiques. C'est important, hein, beaucoup de chiffres. Voilà, on chiffre, jusqu'à avoir peur de son nombre. Et puis c'est bien aussi de vraiment se focaliser sur les maths pour sélectionner des élèves. C'est bien, parce que comme ça on va pouvoir avancer sur les questions d'intelligence artificielle et régresser sur les questions de conneries humaines. Voilà, comme on fait depuis un siècle. Donc continuons avec les maths. Et j'ai vu que quand j'ai dit carte Blanquer, il y a des oreilles qui se sont dressées. Alors là, on reconnaît tout de suite les gens d'école de management. On dit carte Blanquer, ils disent ah, attendez, j'ai ma machine avec moi, on peut payer aussi en chèque, en ticket restaurant, vous n'hésitez pas. Alors quel sera l'impact de cette réforme sur les classes prépa? Ben on n'en sait rien. C'est quand même le grand enseignement de la journée. On parle évidemment beaucoup d'une fusion pour les prépas aux écoles de commerce des voies scientifiques et des voies économiques, ce qui vient de nous être confirmé, la fusion des ECE et des ECS. C'est une très mauvaise idée. Je vous le dis, hein, parce que la dernière fois qu'on a essayé de réunir des scientifiques et des gens qui faisaient semblant de connaître quelque chose à l'économie, c'était Cédric Villani et Benjamin Griveaux. Et ça s'est pas très bien passé. D'ailleurs, si vous avez envie qu'on en parle ensemble, après on peut aller faire un petit pique-nique dans Central Park Paris. Central Park à Paris. Ah, il ne nous décevra jamais, Benjamin Griveaux. Hein. On dirait une idée sortie d'une colle de prépa. Central Park à Paris. Alors écoutez mon petit Benjamin, asseyez-vous, je vous en prie. Alors mon petit Benjamin, cette semaine, votre sujet de colle, voilà, c'était mégalopole du futur, enjeux et perspectives pour Paris, allez-y. Alors j'ai eu une bonne idée, ce serait de faire Central Park à Paris. Pardon Benjamin, et vous faites ça comment Benjamin? Eh ben, j'ai eu une bonne idée, on déplace les gares, parce que c'est nul les gares, et les chemins de fer c'est nul. Oui. Alors excusez-moi Benjamin, mais vous avez fumé de la drogue avant de venir à cette colle? Ah non. Et puis j'ai une autre bonne idée. La tour Montparnasse, c'est moche. Alors ça gâte le paysage. Du coup je propose qu'on déménage la tour Montparnasse à Bagnolet. Et à la place on crée le Taj Mahal Paris. Bah c'est plus festif. Et puis c'est plus joli. Merci Benjamin.
Oui, c'est un ancien d'HEC, Benjamin Déo. Petite fierté des grandes écoles? Alors, bien sûr, la classe prépa est amenée à évoluer, ça on a compris, pas dans quel sens, mais on a compris que ça a évolué. Hein. Mais moi je crois qu'il faut quand même bien rassurer tous les partis en présence autour des réformes de la classe prépa, parce que j'ai senti là à la fin, j'ai les 3 professeurs, vraiment une tension importante. Je pense qu'il faut vraiment leur dire aux professeurs de classe préparatoire que même après la réforme, ils pourront continuer à humilier des élèves en leur mettant 5 sur 20 toute l'année. Je sais que ça fait partie des grands plaisirs des profs de classe prépa. Alors on dit évidemment souvent que les prépas c'est terrible, que c'est une période où on se jette dans le travail à court perdu, qu'on y sacrifie sa jeunesse en mettant sa vie en péril, et que finalement les classes prépa n'étaient pas si loin. Bon alors bien sûr, je pourrais être là devant vous et faire un peu comme Greta Thunberg, vous dire qu'à cause de la prépa, vous m'avez volé ma jeunesse. Qu'à cause de vous, j'ai mis ma vie sociale entre parenthèses pendant 2 ans, et que vous avez une part de responsabilité si j'ai perdu mon pucelage qu'à 23 ans. Sauf que moi, j'ai bien aimé la prépa, pas perdre mon pucelage. Parce que c'est vrai, ça a été dur, je parle toujours de la prépa, mais j'ai appris plein de choses. Ça a éveillé ma curiosité, ça m'a ouvert aux enjeux du monde, et j'ai vraiment eu l'impression pendant ces 2 années de faire grandir mon esprit. Non, ce qui a été le plus rude, je dois vous le dire, ça a été après, quand je suis arrivé en école. Ah oui, parce que pendant 2 ans, j'ai bossé ma culture générale, j'ai lu plein de grands auteurs, j'ai étudié la philosophie et les enjeux internationaux pour faire de la comptabilité analytique. Et en plus, je dois payer pour ça. C'est de l'arnaque. Enfin, je veux dire, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas? Dieu, écoutez-moi, je vous en prie. Vous voyez, j'ai connu, moi, 2 grandes désillusions dans ma vie. Quand j'ai appris que le Père Noël n'existait pas, et quand je suis arrivé en école de commerce. Bon, la première fois, j'ai noyé mon chagrin dans un biberon de chocolat au lait. Et la deuxième fois, il n'y avait pas de biberon de chocolat au lait. J'étais obligé de boire de la bière. Voilà. Parce que, après la prépa, après avoir formé tous ces gens, qu'est-ce qu'on en fait de cette fameuse élite de la nation dont je suis censé faire partie? Oui, alors, élite de la nation, j'ai fait une prépa, je suis humoriste aujourd'hui. C'est bien la preuve qu'il y a des failles dans le système, il faut une réforme. Hein? Non mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on en fait de cette élite de la nation? Est-ce qu'on la laisse comme ça, errer dans une sorte de désespoir intellectuel, alors que pendant 2 ans, on lui a donné goût à ça? Alors, puisqu'on est au temps des réformes, Monsieur le ministre n'est pas là, mais c'est pas grave, on lui transmettra le message, même si c'est iconoclaste. Et c'est peut-être pas 4.0 ce que je vais dire. Mais moi, je vous propose un truc pour la réforme. C'est qu'en fait, on fasse les 2 ans de classe préparatoire, après les grandes écoles, et après, on fait une classe réparatoire. Ça, c'est une réforme. Vous vous êtes cultivé et élevé intellectuellement pendant 2 ans. Après, pendant 4 ans, vous avez appris à faire des PowerPoint et d'Excel. Bravo. Et maintenant, on va essayer de concilier les deux pour créer un monde meilleur. Et c'est peut-être ça, en fait, ce que voulait Charlemagne, ou prépa le bref. Le projet, c'était pas de faire des bons employés ou des bons travailleurs, mais des bons êtres humains. Voilà ce que je nous souhaite. Monsieur le ministre et tous les autres qui sont dans cette assemblée, que l'éducation de demain soit celle qui fasse naître des étincelles chez chacun. Parce qu'on a tous au fond de nous une petite flamme qu'on peut éteindre ou qu'on peut étendre, qui nous éclaire, qui nous réchauffe, et qui peut même créer une étincelle dans le regard des autres. Et je sais qu'il y a des professeurs dans la salle et que ça leur parle. Alors évidemment, susciter les petites flammes, c'est pas simple. Et être une flamme libérée, c'est pas si facile. Mais c'est ça, votre job. Sinon, c'est quoi? Ramasser les taxes d'apprentissage pour envoyer les gens en conseil et en audit? Ce système éducatif-là, celui dont je vous parle, c'est un peu celui de l'école des flammes, qui visera à nous rendre meilleurs. Pour donner envie à chacun de faire sa part, et que dans cette démarche d'éveil au pays des Lumières, l'école y brille. Et qu'on puisse conserver un tant soit peu d'espoir et une envie de rêver. Parce que rêver, c'est recoudre les plaies du présent avec des points de futur.
Alors bonne chance à tous, bonne réforme et à bientôt. Merci Michael, c'est toujours le moment de prise de risque à la CGE, on ne sait jamais ce qu'il va dire, en plus il change son texte pendant la session, et donc on ne sait pas dans quel sens ça va pencher. Merci beaucoup, c'est bien de faire un pas de côté. Alors plus sérieusement, je voudrais finir cette assemblée générale en remerciant tous les DG présents, et vous étiez nombreux, tous les DIRCOM aussi, il y avait aussi des alumni. Les journalistes, bien sûr, les prépas, les lycées, enfin tous les représentants des prépas et des lycées, remercier notre humoriste Michael H. Je voudrais aussi signaler la présence et le remercier pour ça. On m'a dit que Rémi Schall était dans la salle. Au fond, je ne le vois pas. Voilà. Et en profiter, donc ancien DG de Inside Business School, je crois que c'est ça, il était chez nous, mais maintenant on va signer un partenariat CGE avec EdTech très prochainement, et je voulais vous le signaler pour que vous ayez en tête, on vous communiquera des informations là-dessus. Et puis, je voudrais aussi signaler la présence dans la salle, mais j'ai peut-être pas repéré tout le monde, mais Hervé, puisque tu t'es exprimé tout à l'heure, tous les anciens piliers historiques, je ne dis pas dinosaures, de la CGE, mais il y a aussi Pierre Tapie, qui est le président de l'œuvre. Et puis Loïc Roche, l'ancien VP école et président du chapitre, qui offre aussi un petit bravo. Ce que je voulais dire pour finir, c'est vrai que ces assemblées générales, ces congrès, ces colloques sont l'occasion de nous retrouver entre DG actifs, anciens DG, anciens de la CGE, et vous êtes nombreux à nous dire que ce sont des moments d'échange aussi qui sont importants, donc en marge des séances de travail, des tables rondes, etc. Et donc je vous invite tous à venir et à rester au buffet pour qu'on ait un petit moment d'échange et pour qu'on puisse se rencontrer. À tout de suite.